Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ok, l'enregistrement fonctionne. Merci d'être présente et présent. On va attendre encore un petit peu le temps que les derniers arrivent. On va être en comité réduit sur ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai aussi avec moi Sabrina du Copper. Est-ce que Sabrina, tu peux te dire un petit coucou, savoir si on t'entend bien? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sabrina du réseau Copper, du réseau des acteurs normands pour la commande publique éco-responsable. On m'entend bien? Eh ben parfait. Hop, on va attendre encore une petite minute, hein, le temps que les derniers arrivent, et puis on va pouvoir commencer. Pendant qu'on attend justement les derniers arrivants, petit rappel sur le webinaire. On fait un webinaire chaque premier lundi du mois à 10 heures. Vous avez sur ces webinaires vos caméras et vos micros de coupés. Donc vous ne pourrez pas parler pendant ce webinaire. À savoir que vous pouvez poser des questions. Vous avez justement un onglet exprès pour les utilisateurs de Teams, donc Q et R. Pour les autres, vous pouvez mettre des questions en commentaire. Concernant les interactions, on en aura peu aujourd'hui puisqu'on va garder un grand volet de questions-réponses pour la fin. Donc on va essayer de répondre au mieux avec Sabrina, qui a un impératif de rendez-vous en fin d'un webinaire. Donc soit des questions que moi je pourrais répondre, ou soit des questions qu'on pourra formuler et renvoyer au mail qui sera donné en fin de webinaire. Et donc voilà pour le plus gros. On va voir, donc de toute façon, vous verrez très vite sur le webinaire un grand volet sur la partie législation que Sabrina, justement, avec le Copper, va pouvoir un peu mieux définir et un peu expliquer. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 10h02, on va pas perdre trop de temps. Donc voilà. Alors, pour ce webinaire sur le numérique responsable, donc, on va commencer par une présentation du Copper. Donc, Sabrina va pouvoir justement présenter son association, les périmètres réglementaires, avec notamment la loi AGEC, les pratiques vertueuses, avec les produits intégrants des matières recyclées, la réutilisation et le réemploi. C'est un sujet qu'on va aborder. Je vais aussi vous solliciter en tant qu'agent élu sur ces sujets-là. Et aussi parler de Clean Up Day. C'est cette semaine le Clean Up Day. On va en parler un peu plus en détail avec le site. On avait parlé aussi l'année dernière sur ce que vous pouvez mettre en place justement sur le numérique, vos données que vous avez dans vos boîtes mail, vos ordinateurs, etc., ce qui consomme beaucoup d'électricité et comment y remédier un petit peu et quels sont les outils mis à votre disposition. Alors, le Copper. Je vais très peu parler aujourd'hui, vous le verrez, ça va vous changer un petit peu. Donc, je vais laisser Sabrina un peu présenter, du coup, euh, son réseau. Oui, alors donc c'est à moi. Donc alors bonjour pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc moi je suis Sabrina, je suis co-animatrice avec un autre de mes collègues qui s'appelle Frédéric Bazille, peut-être que vous l'avez vu lui ou moi. Donc le réseau Copper, donc c'est le réseau des acteurs normands pour la commande publique éco-responsable. Donc on est sur un réseau qui accompagne tous les acteurs qui sont soumis au code de la commande publique. On est là pour aider l'ensemble du coup des personnes concernées dans le process achat, que ce soit des personnes qui soient directement dans la rédaction des pièces juridiques, administratives, comme des personnes qui sont plutôt à la marge pour être plutôt sur le côté technique. Donc, on est vraiment sur une association qui n'est pas avec une utilisation terminologique juridique forcément. On est vraiment là pour essayer de travailler pédagogiquement avec l'ensemble du process achat. Donc, on va s'intéresser particulièrement à tout ce qui va concerner les achats responsables, donc à savoir les volets environnementaux, sociaux et économiques, en plus de la relation avec le territoire et la mise en place des achats sobres. Les achats responsables prennent aussi en compte tout ce qui va concerner les approches en cycle de vie, mais aussi toute la prise en compte des parties prenantes concernées. Donc ça, c'est un peu l'objet général de notre Turan Copper.
Concernant les objectifs un petit peu plus particuliers du réseau RAN-Copper, donc on est là pour aider à la montée en compétence de l'ensemble des personnes du process. Donc ça va, comme je le disais, de la sensibilisation à la formation. On va à la fois avoir des formations pour les élus, des formations pour les personnes en opérationnel, qu'on soit des personnes du service juridique comme des personnes qui sont issues des services de la transition ou des services plus techniques. Donc, on a pas mal d'actions de ce côté-là. On aide aussi particulièrement à ce que vous puissiez avoir en interne de votre côté une clarification des achats responsables au niveau de la compréhension de la définition, qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos procédures, qu'est-ce qu'on doit mettre en place quand on doit mettre en place une stratégie, une politique d'achat responsable pour avoir un langage commun dans vos structures. On est là aussi pour vous aider sur tout ce qui va concerner l'entraide dans la compréhension des outils, des textes qui sont mis en œuvre. Depuis un certain nombre d'années, on a quand même beaucoup de choses qui arrivent sur le devant de la scène en termes d'achat responsable avec des lois qui viennent impacter notre matière et qui rendent difficile, en tout cas particulièrement des fois, l'écriture de stratégies ou l'écriture de dossiers de consultation et d'analyse dans les marchés publics. Donc, on est là pour vous aider à faire des filtres et vous donner des outils, des ressources consolidées, vous traduire la réglementation à ce qui est entendu. Donc, aussi à vous aider dans cette compréhension réglementaire. On est là aussi pour valoriser des retours d'expérience, vous mettre en contact avec des personnes particulièrement du territoire. Mais si vos besoins sont des fois plus en avance que d'autres sur le territoire et qu'on ne pourrait pas retrouver sur le territoire des retours d'expérience, on travaille aussi sur pour vous aider à trouver des bonnes pratiques en dehors du territoire, puisqu'on travaille aussi avec l'interréseau national. Bon, voilà assez rapidement en fait nos objectifs et sur quoi on peut vous accompagner. Donc, plus concrètement, au niveau des actions, puisque là, c'était un peu plus le côté objectif, on a donc un site internet où on va retrouver des points d'actualité, des événements, les événements à venir. Il va y avoir aussi des veilles. On va avoir les retours d'expérience, des outils, des ressources que vous allez pouvoir regarder. On a aussi une newsletter qui paraît tous les 4 mois, donc qui est disponible pour tous, que vous soyez du coup adhérent ou non adhérent au réseau RAN-Copper. Donc, on propose globalement, rapidement, deux types d'actions. Donc, des actions dites collectives. On va parler de tout ce qui va être les formations, on va avoir des journées techniques, on va avoir des webinaires, mais aussi des fresques. Donc, ça, c'est assez nouveau, mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc, la fresque des achats durables, des achats publics durables. Donc pour l'année 2026, en termes d'action collective, on va retrouver aussi un point sur tout ce qui est la loi AGEC. Donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais globalement, c'est sur ce programme plus général qui sort un peu du coup du numérique responsable. On va aller voir comment vous devez vous y prendre sur tout ce qui concerne les achats de fournitures, de réemploi, de réutilisation et intégrant des matières recyclées. Donc ça, c'est un gros point sur l'année 2026 pour le réseau. On va avoir aussi un groupe de travail sur la valorisation des déchets inertes dans les travaux de BTP. Alors là, effectivement, on n'est pas sur le volet numérique, mais c'est aussi quelque chose qui est important puisqu'on cherche à limiter nos déchets et on a une demande forte de l'ADEME, du coup, d'aider les structures à limiter les déchets inertes. On va retrouver aussi un programme particulièrement pour les GHT. Donc, si vous êtes issu d'un GHT, vous avez peut-être eu l'information comme quoi on vous aide à mettre en place vos SPASER, donc vos schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. On a aussi des actions individuelles, donc des actions pour vous aider plus personnellement, en tout cas sur vos besoins, où on va parler en face à face, où on va déclencher des rendez-vous individuels pour vous aider à construire votre politique d'achat ou à vous aider sur l'intégration de tout ce qui concerne l'environnemental dans vos projets, quels qu'ils soient. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a mis en bas de la slide, vous avez le site et l'adresse mail. Voilà, parce que là, c'est une présentation un peu rapide. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour revenir au sujet numérique responsable du jour, on va commencer par un petit point réglementaire.
Donc, on va se concentrer sur 4 réglementations, 4 lois. Donc, les 2 premières, c'est plutôt 2 lois qui impactent les achats de manière générale. Donc, que vous soyez sur du numérique responsable, sur des travaux, etc., on est sur 2 lois qui viennent bouleverser, transformer nos pratiques. Donc, ces lois nous font basculer en gros de la commande publique classique à une commande publique dite responsable, puisqu'on vient intégrer de manière obligatoire le développement durable dans le code de la commande publique. Donc, le code de la commande publique, c'est cette Bible qui est obligatoire, enfin, qui permet d'aller chercher des outils pour avoir pour faire des achats sécurisés juridiquement, mais aussi des achats qui répondent aux besoins, à vos besoins, quoi. Alors, plus précisément, donc sur la première loi, donc la loi dite climat et résilience, qui est une loi qui date de 2021, vous aurez à partir du 21 août 2026 des obligations. Donc en gros, il faut s'y prendre un peu avant pour qu'au 21 août 2026, vous soyez en ordre de marche et que vous soyez juridiquement, entre guillemets, sécurisé. Donc les obligations à prendre en compte pour cette première loi vont être alors on va dire les éléments essentiels, parce qu'il y a plusieurs éléments, mais ceux qui nous intéressent en premier lieu aujourd'hui, ça va être la mise en œuvre d'une clause environnementale obligatoire dans l'ensemble de vos projets d'achat, donc qui se caractérisera soit par une spécification technique, soit par une modalité d'exécution. Donc, premier élément, une clause environnementale, plus un critère environnemental obligatoire. Donc, dans l'analyse de vos offres, vous aurez aussi cette obligation de venir ajouter ce deuxième élément. Donc, on est bien là sur ce deuxième élément, sur un critère environnemental qui marque finalement la fin du critère prix que vous avez pu du coup connaître. Donc, c'est 2 obligations pour tous les projets en termes de environnemental. On a J'avais une une question, troisième. Sabrina, Oui. par rapport à ça. Admettons, j'ai mon marché là, qui va courir jusqu'en 2028. Est-ce que je suis obligé de le révoquer, d'en refaire un nouveau? C'est parce que j'ai pas ce critère-là ou c'est juste pour les nouveaux? Alors, la réglementation est à partir du 21 août 2026. Donc, toutes les procédures qui sont déjà lancées, on ne retravaille pas la procédure qui est déjà en cours. C'est bien là ce qui va être pris à partir du Ok. 21 août 2026. Quand Ok. j'évoque le fait qu'il faut quand même s'y prendre un peu avant, c'est juste que si vous n'avez pas eu ces habitudes d'aller voir comment s'y prendre pour pouvoir cumuler ces 2 obligations, c'est déjà de commencer vraiment à s'y pencher pour que vous puissiez être en ordre de marche dès le 21 août 2026. Mais on se rassure quand même parce que malgré tout, on est sur une obligation qui va structurer des choses qui sont déjà mises en place par beaucoup d'acheteurs publics, mais qui ne sont pas forcément, je veux dire, notées et voilà, on ne fait pas forcément la remontée de la donnée, quoi. Ok. Donc la dernière obligation forte dont je voulais vous parler aussi, c'était un petit peu, c'était celle qui concernait une clause sociale, mais cette fois que pour les marchés qui dépassent le seuil européen. Donc vous aurez cette obligation d'ajouter pour ces marchés une clause sociale liée à l'emploi ou à l'insertion professionnelle. Donc ces 3 volets, en premier lieu, à vraiment avoir en tête pour cette loi climat et résilience. Donc, ça pourrait être un trip d'exemple. Donc, pour le numérique responsable, on pourrait avoir en considération environnementale, par exemple, vous choisissez d'aller chercher des fournitures du réemploi, ou de la réutilisation. Donc, voilà, donc là, vous seriez sur une considération environnementale. Un critère pourrait être autour, par exemple, de tout ce qui va concerner une valorisation des déchets, de venir aller flécher, chercher, creuser sur cette question, et d'y ajouter une clause sociale avec, par exemple, dans un domaine, on pourrait avoir un marché réservé, par exemple, ce qui mettrait en place une clause sociale. Quand on déclenche du coup cette réglementation, on se pose la question, qu'est-ce qu'on entend par considération environnementale? Donc, bien évidemment, il va falloir faire attention à cette terminologie qui, je vous le dis, on se rassure quand même, on est sur quelque chose d'assez souple qui répond quand même pas mal aux obligations que vous avez de manière sectorielle, que vous allez pouvoir faire rentrer dans cette considération environnementale. Mais en tout cas, on fait quand même bien attention à ce que cette considération environnementale entendue par cette loi et climat et résilience soit bien en connexion avec ce que vous mettez en place dans vos dossiers. Pour la deuxième loi, donc c'est une loi en fait qui vient
plutôt se compléter à la première loi climat et résilience, donc elle est apparue 2 ans plus tard. On est sur une loi qui vient vraiment continuer à verdir notre commande publique. Donc, concernant les apports essentiels que je voulais partager avec vous aujourd'hui, on était plutôt sur un volet Zoom sur ce qui va concerner le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, le SPASER. Vous êtes un certain nombre à être donc concernés. Donc, en gros, ce que c'est un SPASER, on est sur un outil de suivi où on va retrouver des objectifs et des indicateurs sociaux et environnementaux c'est un outil qui va vous permettre de communiquer, de faire cette remontée et d'avoir cette visibilité sur ce que vous faites. Voilà, qui est vraiment quelque chose qu'on construit pour mener des stratégies de plus en plus vertes. En gros, les personnes qui sont concernées, on est vers un public enfin des acteurs en tout cas, qui font au moins 50 millions de dépenses annuelles pour le volet en tout cas obligatoire. Les obligations, il y a une obligation de publication et une obligation d'indicateur. Cette loi Industrie verte a structuré encore plus ce SPASER, puisque en premier lieu, on avait un périmètre d'acteurs qui était plutôt autour des collectivités, de leurs groupements. Mais à l'issue de cette loi Industrie verte, elle a ouvert le champ pour que l'ensemble des acheteurs publics soient donc concernés, à partir du moment où ils sont sur un dépensement à hauteur de 50 millions de dépenses annuelles. Donc, on est maintenant sur tous les acteurs qui respectent cette limite, cette atteinte financière. On est aussi sur une loi qui est venue structurer les indicateurs, puisque maintenant, vous devez vous concentrer sur des acteurs qui vont, par exemple, être tout ce qui va tourner autour de la sobriété numérique, de la limitation des gaz à effet de serre, de la durabilité des produits, etc. Donc, elle définit, entre guillemets, les périmètres environnementaux qu'elle souhaite voir dans son SPASER. Vous êtes aussi beaucoup encore à ne pas être concerné par cette obligation, mais n'hésitez pas à regarder, à vous intéresser à ces objectifs indicateurs pour vous de votre côté, que vous puissiez aussi structurer votre cadre environnemental et social. Même si vous avez beaucoup plus de souplesse, ça ne vous empêche pas de pouvoir mettre en place vos priorités et que vous puissiez les harmoniser sur l'ensemble de vos pratiques. Alors, donc après ces 2 lois, qui sont vraiment des lois qu'on va plutôt voir au niveau de l'ensemble des marchés, on va parler donc de 2 lois qui viennent, elles, poser des exigences spécifiques au numérique responsable. Donc la première loi, c'est la loi REEN, donc la loi qui est sur la réduction de l'empreinte environnementale et du numérique. Et la seconde, ça va être tout ce qui concerne autour de la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, la loi dite AGEC, donc celle que vous avez sans doute entendue plusieurs fois, puisqu'elle a vraiment amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles et beaucoup de changements dans les pratiques. Donc pour la loi REEN, donc on est sur une loi où tous les acteurs de la chaîne de valeur sont concernés, qu'on soit professionnel du secteur, acteur public ou consommateur. C'est une loi qui va venir impacter l'ensemble de cette chaîne. Elle se tourne autour de 5 axes. Donc, les 3 premiers sont tout ce qui va être faire prendre conscience de l'impact environnemental du numérique, favoriser les usages numériques écologiquement vertueux, limiter le renouvellement des appareils numériques en soutenant je voulais vous parler du 4e, le promouvoir les data centers et les réseaux moins énergivores. Et les 2 dernières, donc c'est celles sur quoi nous, on va plus discuter pendant le webinaire et sur lequel je souhaitais m'arrêter. Donc le 4e, le 4e volet, c'était la limite sur le renouvellement des appareils numériques. On a là, dans cette loi REEN, un renforcement au niveau du numérique responsable sur tout ce qui va concerner les allongements de la durée de vie, donc avec une incitation à aller sur une seconde vie, à aller regarder au niveau des stocks dormants, des matériels inutiles, etc., etc. Donc vraiment une loi REEN qui vient se compléter sur ce volet-là à la loi AGEC dont on va discuter par la suite.
Le dernier point de cette loi Rennes, c'est la promotion de la stratégie numérique qu'on va retrouver à l'article 35 et qui va concerner un certain périmètre d'acteurs publics. Donc les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui sont supérieurs à 50 000 habitants, ont donc une obligation de mettre en place une stratégie numérique responsable pour du coup réduire cette empreinte environnementale. Donc, on est sur une réglementation là, qui vient s'ajouter peut-être du coup à votre SPASER, hein, si vous êtes dans vos obligations. C'est une obligation qui peut se lier au SPASER, hein. Le but, hein, c'est de ne pas créer des usines à gaz, mais de venir combiner des objectifs communs pour pouvoir vous faciliter la vie. Et une réglementation sur laquelle pour pouvoir la mettre en œuvre, vous pouvez vous appuyer sur le programme que vous allez retrouver dans le décret du 29 juillet 2022 pour créer, construire cette stratégie numérique. Donc en gros, hein, ce programme, il vous dit que vous devez réaliser un bilan sur l'impact environnemental du numérique et les actions que vous avez déjà engagées. Puis, vous devez décrire des objectifs et de réduction de cette empreinte. Donc des objectifs, des indicateurs de suivi, mais aussi les moyens que vous allez mettre en place. Donc, à titre d'exemple, hein, par exemple, vous pourrez, ce programme donne des exemples style mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable pour les élus et les agents publics. Voilà, donc globalement, vous avez une stratégie qui peut vous éclairer, que vous pouvez combiner. Si vous n'êtes pas soumis à cette obligation, vous pouvez, hein, n'hésitez pas à aller voir et à aller sur cette même réflexion pour poser, côté numérique responsable, des objectifs, des indicateurs et éventuellement aussi hein, des plans d'action pour pouvoir vous aider aussi à progresser de ce côté-là. Concernant la loi AGEC, donc c'est une loi du coup hein, qui, elle, porte des avancées sur tout ce qui va concerner la lutte contre l'obsolescence programmée et qui va particulièrement favoriser tout ce qui va tourner autour du réemploi, etc. Donc, alors, il y a plusieurs choses qui apparaissent hein, dans cette loi AGEC. On a fait le choix du coup de plutôt se concentrer sur 2 points. Donc, le premier, c'est l'indice de réparabilité avec l'obligation d'un affichage sur un certain nombre de produits, quoi, dont certains produits du coup numériques. Cette obligation d'affichage a des conséquences sur vous, acheteurs, en tout cas, hein, surtout sur l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, puisque vous devrez hein, prendre en considération cet élément dans vos achats pour pouvoir aller vers une économie circulaire. Deuxième point de cette loi AGEC qui vient vraiment bouleverser les collectivités, les groupements des collectivités et l'État, c'est tout ce qui va concerner l'acquisition annuelle de biens issus du réemploi, de la réutilisation et intégrant des matières recyclées. On va se retrouver sur 17 familles, enfin 17 catégories, on va dire, de fournitures d'achat où on va avoir des obligations qui vont être soit sur des proportions allant de 20 à 100% sur des obligations d'achat. Donc là, on est vraiment sur un bouleversement de réflexion de comment est-ce qu'on va mettre en place nos marchés, comment on va retravailler notre organisation si on a différents marchés dans différents services. Donc on est sur une loi quand même qui pèse un poids important. Donc, comment bien comprendre cette loi? Du coup, est-ce que je peux avoir... Voilà. Alors, pour ce petit point de zoom, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion vraiment de la décliner, donc on est sur une loi qui vient se traduire par un décret du 21 février 2024. Alors, vous avez peut-être vu un premier décret en 2021. Effectivement, il y a une première écriture qui a été revue voilà, suite à des remontées de pratiques. Donc, elle a été retravaillée, mise à jour. Donc là, c'est bien celle du 21 février 2024 sur laquelle vous devez vous appuyer. Concernant le numérique responsable et la catégorie dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui concerne le matériel informatique et la téléphonie, on est sur des obligations qu'on va retrouver et qui vont évoluer dans le temps.
Donc en 2024, vos obligations sont de 20%, donc d'achat de 20% de produits issus du réemploi ou de la réutilisation, et 20% de produits intégrant des matières recyclées. Ça veut dire que si vous achetez dans l'année 2026, on va dire l'équivalent de 1 000 € de produits qui appartiennent à cette catégorie-là, vous devrez flécher 200 € en réemploi réutilisation et 200 € en matière recyclée minimum pour respecter cette réglementation. Dans cette catégorie, euh, pour vous aider, on a l'arrêté du 29 février 2024 qui précise la liste de produits de chaque catégorie. Donc, pour le matériel informatique et la téléphonie, on va retrouver tout ce qui est téléphonie fixe et mobile, les ordinateurs fixes et portables, les écrans, les serveurs, les terminals informatiques, tablettes et vidéoprojecteurs. Dans cette famille, vous allez retrouver du coup un certain nombre de produits qui peuvent vous proposer du coup manches numériques, dont on parlera un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc c'est important de bien comprendre cette catégorie, qu'est-ce qui sont concernés quand vous êtes dans l'écriture, dans le lancement de vos procédures pour bien faire ce qu'on appelle le mot barbare, la computation des seuils, c'est-à-dire de bien définir les montants de vos achats et de bien pouvoir ensuite arriver à faire vos choix d'achat de matériel en réemploi, en réutilisation et en matière recyclée. On a une obligation de catégorie et pas une obligation de famille. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider stratégiquement d'avoir une stratégie AGEC pour les ordinateurs et de ne rien faire, par exemple, pour les tablettes et les vidéoprojecteurs. L'important, c'est la catégorie et l'atteinte des pourcentages sur cette catégorie. On va retrouver un deuxième arrêté qui se lie à ce décret, qui est sur tout ce qui concerne les grilles forfaitaires permettant la comptabilisation des dons. Vous avez maintenant la possibilité, quand vous arrivez à obtenir du matériel par la voie du don, vous pouvez la comptabiliser monétairement également grâce à une grille que vous allez retrouver sur cet arrêté. Le troisième arrêté, c'est un arrêté concernant la déclaration de la part relative à l'acquisition des biens qui sont prévus du coup dans cette loi. Donc c'est une déclaration qui est obligatoire pour l'ensemble des personnes soumises à cette réglementation. Donc je rappelle tout ce qui va être État, collectivité territoriale et les groupements. Donc vous avez l'obligation de déclarer une fois par an, donc dans les 6 mois suivant l'année passée. Donc là, vos déclarations de 2025, vous avez jusqu'au 30 juin 2026 pour faire la déclaration. Donc on est sur des déclarations d'achat annuelles par catégorie. Donc, si vous avez acheté de la téléphonie, des ordinateurs, des écrans, vous êtes dans la même catégorie, soit la catégorie matériel informatique et téléphonie. Vous devez faire du coup la comptabilité générale de comment vous avez acheté en faisant des ventilations. Pour cette déclaration, vous devez donc avoir ce montant global des dépenses de la catégorie. Sur ça, on dissocie les achats qui sont issus du réemploi de la réutilisation. On dissocie tout ce qui va concerner le don, mais on dissocie aussi tout ce qui va concerner en matière d'intégration de matières recyclées. On ne vous demande pas plus d'informations, mais c'est important quand même de les avoir en tête pour bien structurer en amont comment vous allez acheter. Donc cette déclaration se fait sur la plateforme de compilation de données data.gouv. Donc là, on a mis une petite flèche rouge juste pour vous montrer que quand vous arrivez sur data.gouv, vous avez juste une petite icône pour vous dire publier vos données. Vous allez arriver sur une page vous demandant de vous identifier. Si vous n'avez pas de compte, vous le créez, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. C'est facile à faire. Et après, vous pourrez aller sur le modèle de tableau qui reprend les données que je viens de vous citer. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je complète rapidement aussi pour les catégories, à savoir que la matériel informatique et téléphonie ne comprend pas le matériel de reprographie et d'impression, ne comprend pas les consommables d'impression, ne comprend pas le papier, et encore moins les fournitures de bureau et les aménagements. C'est aussi d'autres catégories. Donc effectivement, comme dit Sabrina, regardez bien vos catégories, c'est important. Alors, donc, quand on a bien compris un peu comment fonctionne cette loi, on retrouve beaucoup d'éléments clés. On va retrouver tout ce qui est réemploi, réutilisation. Ça, c'est aussi des points qui sont très importants de comprendre comment, si on est sur du réemploi ou de la réutilisation. On va retrouver des fois dans les marchés publics des termes comme l'occasion, le reconditionnement, etc. La réglementation
de la loi AGEC, elle fait ressortir que 3 termes, ça va être le réemploi, la réutilisation et les matières recyclées. Pour vraiment vous y retrouver, l'article enfin la loi AGEC, du coup, s'appuie sur le Code de l'environnement, donc l'article L 54, 541-1, où vous allez retrouver les 3 définitions. Donc, que ça soit du réemploi ou de la réutilisation, par exemple. Donc, j'insiste beaucoup sur ces 2 points-là parce que, en fait, alors, en numérique, on va pas trop être concerné parce que souvent, on se retrouve quand même avec des produits qui sont qui ont été repréparés avec des tests, avec des écrasements de données, etc., etc. Mais c'est vrai que dans d'autres familles, des fois, il est possible qu'on achète aussi du réemploi. Donc globalement, hein, le réemploi, ça va être tout ce qui est sur des choses qui ne sont, qui changent de propriétaire, mais où il se passe rien. En gros, on a un bureau, on vend le bureau qui est bureau, etc. Et la réutilisation, ça va être tout ce qui va concerner une étape de préparation, hein. Ça peut être un nettoyage, un contrôle, etc. Donc c'est important, vous, dans l'écriture de vos cahiers des charges, dans ce que vous souhaitez, de bien définir, de bien comprendre ces termes. Donc, est-ce que du coup, c'est possible de... Oui, pardon, excuse-moi. Voilà, donc c'est donc particulièrement pour la réutilisation, hein, donc faire bien la différence entre le réemploi et la réutilisation. Comme je le disais, on utilise beaucoup le reconditionné en numérique. Donc le reconditionné va s'apparenter à ce qu'on appelle, nous, dans la loi AGEC, plutôt la réutilisation, sachant que le Code du commerce, hein, dans son article R 122-4, pour la précision, on est sur le reconditionné sur des produits qui subissent des tests portant sur toutes les fonctionnalités. Donc, on est vraiment bien dans la réutilisation. Donc, voilà, donc bien attention à ces notions et à son utilisation et à vous dans vos écritures et surtout que vous soyez sur la rédaction de marché ou quand vous allez vers, par exemple, des centrales d'achat pour récupérer, acheter, que vous ayez bien ces informations-là en tête pour aussi pouvoir vraiment regarder la notion de prix. Ne pas se dire, ah bah disons, là c'est plus cher, beaucoup moins cher, etc. On n'est pas sur les mêmes tarifs quand on est sur du réemploi ou de la réutilisation. Demander les fiches produits quand on est sur de la réutilisation, c'est aussi un point d'attention important. Quand on est sur des neufs, on a bien des fiches techniques. De la même façon, on peut récupérer des éléments, hein, qui fait office de fiches techniques quand on est sur des produits de réutilisation. N'hésitez pas à les demander pour avoir du coup, voilà, pour avoir bien des éléments pour travailler sur votre analyse et que vous ayez aussi des garanties. Des points d'attention aussi sur tout ce qui va concerner les produits intégrants des matières recyclées. Alors, au niveau de la définition, c'est un petit peu plus simple, mais cela dit, on a quand même des obligations de bien définir la différence entre des matières recyclées et des produits biosourcés. Alors, au niveau de la loi AGEC, on est bien sur 2 choses différentes. Cette loi AGEC ne prend pas en compte les matériaux biosourcés. Donc, si vous avez un produit qui a du recyclage et du biosourcé, vous pourrez le comptabiliser. Si c'est un produit où il n'y a que du biosourcé, vous ne pourrez pas le comptabiliser dans cette réglementation. La loi n'impose pas de seuil minimal en matière de recyclage. Vous avez une obligation d'acheter des produits avec des matières recyclées, mais on ne vous impose pas d'acheter un minimum, un pourcentage de matières ayant un pourcentage défini de matières recyclées. Vous pouvez acheter un produit qui a 1% de matière recyclée comme un produit qui a 100% de matière recyclée. Ça aura la même valeur au nom de la loi. Alors, pas pour vous, peut-être pas dans votre analyse parce que vous avez envie d'aller plus loin et de décliner et d'analyser, de valoriser les soumissionnaires qui vont vous proposer des produits plus verts, mais la loi, entre guillemets, c'est important de la comprendre. Et s'intéresser aux produits labellisés à caractère recyclé. Donc, il existe aussi des produits qui peuvent vous aider avec des labels directement, hein. Je pense au label EPIT où on va retrouver une gamme déclinée avec des matières recyclées. Pour que ça soit de la réutilisation ou des produits intégrant des matières recyclées, qu'on soit aussi sur de la construction de marché ou qu'on soit sur comment dire, l'achat en direct, on définit bien ses besoins, on s'appuie bien sur un cahier des charges au niveau particulièrement de ce qu'on attend des définitions. Et on vérifie bien l'offre de produits disponibles qu'il y a pour pouvoir bien mettre en place la meilleure stratégie en matière de réemploi ou en matière de matières recyclées.
Merci Sabrina. Je vais reprendre un peu la main rapidement et je vais essayer de faire vite parce qu'il va me rester 10 minutes. Allez. On va parler un peu des pratiques vertueuses. Euh, on va vraiment essayer de reprendre certains points qu'on avait évoqués de toute façon l'année dernière. Les premiers étant la règle des 5 R. La règle des 5 R, c'est toujours un peu plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que quand on demande à un agent ou à une DSI ou n'importe qui un élu d'acheter du matériel, c'est toujours de prendre cette fresque en tête. Euh, Comment on peut faire autrement? Est-ce qu'on doit vraiment acheter quelque chose? Est-ce qu'on peut pas juste simplement le réparer? Est-ce qu'il est recyclable? Est-ce qu'on peut pas le réutiliser? Est-ce que la machine est vraiment obsolète? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers qui se tourner? Etc. etc. Il y a justement le Rand Cooper qui a exprimé sur tous les sujets auxquels ils peuvent accompagner. Manche numérique aussi peut vous accompagner. Vous avez d'autres gens qui peuvent vous accompagner sur ce sujet-là. Voilà, faut vraiment pas hésiter à essayer de penser comment faire autrement, comment faire son achat autrement. On va en parler un peu plus en détail rapidement sur maintenant les impacts qu'on a aujourd'hui, autant sur la partie écologique que sur la partie disponibilité, parce que maintenant c'est un sujet. Réduire et réparer, donc ça c'est aussi très important, on en parle justement juste avant. L'indice de réparabilité, ça c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte dans vos achats. L'indice de réparabilité, c'est quoi? C'est un indice qui a été créé simplement pour essayer de vous donner une longévité à vos machines. Il y a des marques qui en font leur sacerdoce, et qui justement montrent un petit peu la facilité qu'ils ont à changer des pièces de RAM, changer des processeurs, changer des batteries, changer tout ça. On sait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec Apple récemment, justement sur leur iPad ou leur téléphone avec la difficulté ou autre, où on ne parle même pas de obsolescence programmée, mais simplement de changer des pièces. L'indice de réparabilité, c'est quelque chose qui est important. N'hésitez pas à prendre ça en compte, et même pour certains, d'utiliser vraiment comme argument principal. C'est pas, si vous voulez faire durer des machines plus de 3 ou 4 ans ou 5 ans pour l'amortissement, vraiment c'est quelque chose que vous devez penser. Donc voilà, l'allonger la durée de vie de son matériel, c'est limiter le nombre d'équipements, entretenir les appareils, très très important, les poussiérages, les mises à jour, etc. Euh, pour ceux qui sont un peu techniques, changer peut-être aussi parfois la pâte thermique, ça peut faire pas de mal hein, pour essayer de refroidir les processeurs, réparer le matériel, réaffecter, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont complètement faisables. Pareil pour les mises à jour, qu'elles soient autant hardware que software. Donc, comme on en parlait pour la partie software, les mises à jour qui sont importantes. D'un point de vue sécurité, c'est obligatoire, on est d'accord, mais vous avez aussi d'autres mises à jour qui sont facultatives qu'il ne faut pas oublier. Et c'est aussi important parce que c'est ça qui vous fait consommer un peu moins de batterie. Parce que souvent, vous avez des protocoles, des fois, qui sont glissés dans une mise à jour et qui consomment plus de batterie que d'habitude. Des fois, ça peut vous aider justement à sauvegarder. Il y a de plus en plus de machines, notamment avec les derniers Windows 11 pour ceux qui l'ont, vous voyez que vous avez des programmes qui sont mis directement sur l'économie d'énergie avec l'utilisation de votre écran en veille et hors veille. C'est des choses qui sont mises en place aussi par les OS, donc les systèmes installés dessus. Voilà, ça c'était pour le petit point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon on va les garder à la fin, ne vous inquiétez pas, on va justement se servir de ça. Sabrina, je te laisse reparler rapidement du Oui, alors, benchmarking. juste voilà, pour compléter les bonnes pratiques, hein, n'hésitez pas, je vous rappelle une pratique qui s'appelle le benchmarking à l'anglaise et le parangonnage à la française, hein. Donc, c'est bien de comparer hein, vos propres pratiques à d'autres organismes. Donc, ça peut être face à vos pairs, donc des personnes plutôt hein, avec des structures qui sont à peu près similaires en termes de, ça peut vous, voilà, vous aider de vraiment aller voir de ce côté-là hein, pour vraiment optimiser vos performances, identifier donc les pratiques que eux effectuer, donc identifier les bonnes pratiques, déterminer les axes de changement. Vous pouvez faire du parangonnage sur n'importe quel axe, hein. Vous pouvez être aussi bien sur tout ce qui va être votre stratégie achat, les outils utilisés, tout ce qui va être sur les points précis du développement durable et aussi les applications, comment les traduire dans vos marchés. Voilà, tout est vraiment ouvert. On n'a pas de difficultés réglementaires de ce côté-là. N'hésitez pas à aller vers vos pairs, voire vers des réseaux hein, le Rand Cooper fait aussi partie, on va dire, du volet benchmarking pour tout ce qui est structure soumise au code de la commande publique. Merci Sabrina. Donc on va parler rapidement du reconditionné. Donc pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, nous avons plusieurs produits à la centrale d'achat pour vous accompagner sur la partie reconditionnée, ordinateur fixe, portable, écran, téléphonie mobile. On va retravailler les cahiers des charges parce que beaucoup de choses évoluent. Beaucoup de choses évoluent. C'est quoi qui évolue? Déjà, c'est, comme vous le savez, la pénurie des composants. En ce moment, on est tous confrontés à ça. Aujourd'hui, il y a quelques temps, c'était les RAM. Maintenant, ça va être les disques durs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Western Digital a vendu quasiment, pré-vendu
90% de ses productions de 2026, donc choses qui ne sont pas encore produites. Donc pour ce qui est le développement de serveurs IA, on s'attend à ce que ça soit une bulle, mais en attendant, le matériel n'existe pas. S'il y a pénurie, il y a rareté. S'il y a rareté, les prix s'enflamment. Et les disponibilités aussi. Je vous dis ça parce qu'on a beaucoup de conseils départementaux, régions qui s'agitent un peu partout pour essayer de faire du stock pour l'année, pour essayer de rester sur les tarifs qu'on pratique encore aujourd'hui. On va être très transparent, on a des difficultés à tenir ces prix malgré les BPU. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à vous retourner vers nous très rapidement. Et un sujet qu'on va aborder aussi justement sur ces besoins-là. La deuxième chose aussi, où là je vais demander à beaucoup, et surtout pour les DSI présents, je fais bien sûr notamment référence, on avait parlé il n'y a pas très longtemps avec Monsieur Pillet, la cohésion de parc. La cohésion de parc, c'est un sujet, on le sait, nous-mêmes, on essaye de vous aider, vous accompagner le plus pour respecter vos besoins et vos désirs sur ces sujets-là. Pour la partie reconditionnée, la partie réemploi, je pense qu'il va falloir faire ce qu'on appelle des concessions. Et je sais que pour vous, pour beaucoup, c'est pas un sujet qui est très problématique, mais pour les agents, ça l'est. C'est-à-dire que l'agent a l'habitude d'avoir du HP. J'ai toujours travaillé avec du Lenovo, je vois pourquoi ça changerait. J'avais toujours mon ThinkPad, pourquoi j'aurais autre chose aujourd'hui. Au bout d'un moment, de toute façon, le reconditionné, on travaille avec des machines existantes. Si les machines existantes disponibles correspondent à vos besoins, à vos attentes et l'utilisation que vous en avez, la cohésion de parc, des fois, bah, faut l'oublier. Et c'est vrai que c'est un sujet qui va arriver de plus en plus, de toute façon. On va pas pouvoir proposer tout le temps des marques comme vous en avez l'habitude, comme vous en avez besoin. Un i5 reste un i5, un AMD reste un AMD, un Ryzen 5 ou un Ryzen 3 fera très bien l'affaire, même si c'est dans un corps de Dell, de Tera, de HP, de ce qu'on veut. Vous avez des garanties qui sont vendues avec ces machines. Nous, on essaie de les allonger le plus possible. Dans le prochain marché, on propose même des garanties de 5 ans pour justement toute la durée de l'amortissement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand vous faites des achats. C'est que la pénurie de composants, c'est quelque chose qui est présent et et le sera de plus en plus. Et la cohésion de parc, c'est quelque chose qu'il faudra, je pense, sortir aussi un peu plus. Autant pour la partie téléphonie que ordinateur, que écran. Je refais un parallèle rapide à ce que j'ai demandé. Est-ce que j'ai dit aujourd'hui, vous savez, hein, je vais vous parler de choses pas très gaies, mais c'est important d'en parler quand même. Vous savez ce qui se passe en ce moment, les différentes guerres, etc., qui sont en train de se déployer. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que bah, les cargos qu'on utilise, que nos fournisseurs utilisent, nos grossistes, pour acheminer des machines, eh ben, ils prennent ces, ces mers-là, ces océans-là, et il faut le prendre en compte quand on fait des achats et de savoir que bah, vous allez avoir des machines de plus en plus compliquées à avoir, c'est des choses qui sont aussi possibles. Au-delà de simplement les évolutions technologiques et le choix d'investir dans des data centers plutôt que dans des machines à utilisation en endpoints pour l'usage autant professionnel que même pour des ménages, le fait que les machines vont avoir du mal à arriver parce que les cargos ne peuvent pas passer, parce que les avions ne peuvent pas passer, parce que les couloirs aériens, pareil, sont bloqués. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, on pense aussi à ça quand on utilise le réemploi. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore aujourd'hui au marché. Et là, je demande aux élus et aux agents de savoir si c'est des choses qui pourraient vous intéresser. On essaye, nous, d'aller un peu plus loin que simplement les lois en place. Donc ça va plus loin que la loi AGEC. Ça rentre pas forcément, ça rentre même pas du tout aujourd'hui en compte. Sabrina, tu m'interromps si je dis une bêtise. Oui, je voulais Mais juste préciser, hein. Effectivement, on a parlé de la loi AGEC, mais c'est une obligation. On ne vous dit pas, oh là là, il faut que je change toute ma stratégie pour faire de la loi AGEC. Si vous avez une stratégie qui est vraiment au-delà pour de l'économie circulaire, pour lutter contre le contexte actuel économique, voilà, la loi AGEC, c'est que quand vous êtes dans cette obligation, vous devez aller vers ces respects-là. Mais on n'est pas en train de se dire, on doit transformer ces pratiques pour faire de la loi AGEC à tout prix à la place de ce qu'on vous propose là, par exemple, maintenant. voilà, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai à cœur parce que là on a vu avec l'arrêt de Windows 10 et le passage à Windows 11 énormément de machines qui sont abandonnés, donnés, mal utilisés et mal réemployés. Et on aimerait uniformiser un peu tout ça. On aimerait avoir justement à vous proposer des solutions, donc pas Windows hein, pour certains, c'est impossible, parce que le TPM 2.0 n'est pas sur les machines ou autres. Les processeurs i8 sont trop vieux, enfin 8e gène, 9e gène, sont trop vieux pour justement passer à la prochaine mise à jour, alors qu'ils fonctionneraient très bien
sur des outils, on va en parler comme Linux par exemple. On a beaucoup de Linux, hein, je pense à Linux Mint, à tout ce qui est Debian, etc., Ubuntu, qui sont des solutions qui sont assez faciles à utiliser puisqu'ils sont calqués de toute manière sur les anciens Windows. Ils veulent pas réinventer la roue, autant utiliser une formule qui marche. Et donc, on essaye de penser à un marché, tout simplement, avec une personne qui pourrait vous mettre en place un nouvel OS, vous rajouter une barrette de RAM au besoin, vous installer des logiciels open source. Il y a tous les équivalents de mail, de traitement de texte, de tableur, etc., etc., qui sont mis en place en open source. Et bien sûr, la gratuité, hein, c'est des choses qu'on peut mettre en place aussi dans l'open source, mais s'il y a des personnes qui viennent installer, etc., c'est obligé de passer par un marché. De toute façon, on n'a pas le choix de faire comme ça. Mais voilà, ça, c'est des sujets que on va aborder très rapidement, parce qu'il est déjà 45, on n'a pas beaucoup de temps, mais que je demande à vous, que ce soit ici, à ce webinaire, par message, pour nous envoyer directement à la centrale, ou en commentaire sur YouTube pour la rediffusion, comment vous voulez qu'on l'organise, ce marché. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une réunion à ce sujet-là? Est-ce que c'est des choses qui vous intéresseraient vraiment? Nous, en tout cas, en tant qu'agents qui utilisons le numérique au quotidien, nous, c'est des choses qu'on trouve important, essentiel, au-delà du simple fait écologique, c'est même sur un point de vue économique. Le réachat, la réutilisation de ces matériels-là, on sait que ça fait gagner du temps. Repasser un parc à Windows 11 en passant par le programme Chef de Futur que nous on a en gain de temps, c'est énorme, hein, ça vous fait une validation de bon de commande pour 100 nouvelles pièces et puis c'est parti. Mais on a quand même sur ce volet de gaspillage qui pour moi est très très important. On va parler rapidement pour terminer du Digital Cleanup Day. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est cette semaine. Vous avez donc plusieurs événements comme l'année dernière avec le World Cleanup Day. Grosso modo, c'est la meilleure utilisation de vos données, la meilleure utilisation de vos serveurs, comment éviter de gaspiller de l'énergie sur des datas, comment faire durer vos équipements numériques pour vous, les communes, des entreprises privées, des écoles. C'est une initiative mondiale et ça justement, ça a pour but de limiter un peu notre impact. On a aussi donc différentes boîtes que nous, on a à Manche Numérique. Donc, si vous avez des clés à récupérer, n'hésitez pas à ramener aussi vos vieux matériaux électroniques que vous ne savez pas comment réutiliser. On a ce qu'il faut. On a de plus en plus aussi dans les grandes surfaces, dans les GMS, vous avez des boîtes comme ça qui le font. N'hésitez pas à le faire, le tri. C'est des choses qui sont très importantes parce que vous avez des matériaux rares dedans et c'est ça qu'on essaie de récupérer le plus. Ça coûte cher à faire, mais ça évite d'utiliser justement des ressources qu'on a de moins en moins. Pour terminer, et Sabrina, je vais te laisser finir parce que je sais que tu as un rendez-vous et que tu vas être déjà en retard, refaire un petit point sur le RAN Copper, comment adhérer, etc. Je t'en prie. Oui, alors du coup, ce que je disais rapidement, si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à webinaire ou pour nous connaître, n'hésitez pas à... Alors, il y a le site, ça va vous donner des informations supplémentaires, mais le mieux, c'est éventuellement de nous contacter à contact@ran-copper.fr. Donc, c'est moi ou mon collègue Frédéric qui sont derrière cette adresse mail. Donc, on pourra vous rappeler ou déclencher un point téléphonique ou visio si vous souhaitez avoir des informations de ce côté-là. Concernant les questions du webinaire, effectivement, je dois m'absenter. N'hésitez pas à les transmettre à Mathieu pour qu'il me les transmette et que je puisse vous répondre rapidement. Il n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Je vous souhaite vraiment une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Merci Merci Sabrina, à Mathieu bientôt. et puis à bientôt. Donc, on peut passer maintenant aux les questions-réponses. Alors, vous avez vu, hein, on a beaucoup de sujets à aborder sur la partie légale, etc. C'est beaucoup, c'est dense. Donc, c'est des sujets qui ont été volontairement évoqués, mais peu approfondis, parce que de toute façon, on manque de temps. On essaie de faire ça en 45 minutes, donc présenter un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à les contacter et à soutenir aussi cette association qui accompagne les collectivités justement dans cette transformation numérique durable. Si vous n'avez pas de questions particulières, on va attendre encore une minute et puis on va clôturer ce webinaire en vous remerciant en tout cas toutes et à tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés pendant ces 45 minutes.